Ok, voilà, on est en direct. Alors les participants peuvent nous voir. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre sixième webinaire pour notre campagne Partageons l'amour, notre campagne de carême. Donc, on va juste laisser une minute ou deux pour que les gens puissent rentrer dans le webinaire avant de partir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Donc, je pense qu'on peut commencer. On va commencer ce soir avec une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que je suis située en territoire autochtone à Montréal, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganahiaga comme gardienne des territoires et des eaux sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas à Montréal, vous pouvez toujours mettre dans le chat l'endroit où vous êtes pour votre reconnaissance territoriale. Et je vais aussi maintenant partager mon écran pour lancer un PowerPoint. Et juste aussi pour vous dire que nous allons avoir trois panélistes ce soir qui vont nous faire des interventions. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fonction en bas de votre écran qui est lever la main. Et il y a aussi le chat et aussi le Q&A. Donc, nous, on va surveiller tout cela. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, particulièrement à la fin de les trois présentations. Donc, je vais partir le PowerPoint. Donc, c'est ça. Euh, J'espère que vous avez eu la chance de participer dans nos autres webinaires durant la période de notre campagne. Cette semaine, on a dédié la semaine à la thématique du plaidoyer qui est très important pour le travail de développement épais et pour notre mission. Donc, avant de tout lancer, je vais passer la parole à Monseigneur Charbonneau qui va nous faire une prière d'ouverture. Bonsoir à tous. Salut du Honduras, de Choluteca. Et j'aimerais, comme prière, prendre celle que le pape François a composée à la fin de son encyclique Laudato Si. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Charbonneau. Donc, je vais vous présenter les panélistes. Je suis
très honorée d'avoir avec nous ce soir Monseigneur Charbonneau, direct de l'Honduras. C'est l'évêque du diocèse de Choluteca et il travaille avec beaucoup de communautés autochtones. Il va nous parler des communautés avec lesquelles il travaille et leur lutte pour défendre leur territoire. Nous avons aussi Martin Blanchet, un membre très dévoué et engagé de Développement épais, qui est à Edmonton, en Alberta, et qui est membre de longue date à Développement épais. Et on a Emily Dwyer, qui est la coordonnatrice du Réseau canadien pour la responsabilité sociale des entreprises. Donc, comme vous le savez, Développement épais, une partie de notre mission, c'est l'éducation. On a fait beaucoup de campagnes à travers les années pour essayer de créer plus de justice dans le monde. Et il y a toute une riche historique dans l'enseignement social de l'Église sur la nécessité de faire un plaidoyer pour créer la justice dans le monde. Et je voulais juste partager avec vous une citation de la lettre encyclique du pape Jean XXIII de Pacem in Terris. Donc, il dit, une fois de plus, nous invitons nos enfants à participer activement à la gestion des affaires publiques et nous leur demandons de contribuer à promouvoir le bien commun de toute la famille humaine ainsi que de leur propre pays. Éclairés par leur foi, émus par la charité, ils s'efforceront aussi d'obtenir que les institutions relatives à la vie économique, sociale, culturelle ou politique ne mettent pas d'entrave, mais au contraire apportent une aide à l'effort de perfectionnement des hommes et des femmes, tant au plan naturel qu'au plan supernaturel. Donc, il y a vraiment une nécessité, si nous voulons créer plus d'équité dans notre famille humaine, de travailler auprès de nos gouvernements. Et depuis plusieurs années, un enjeu très important pour Développement épais et pour les communautés avec lesquelles nous travaillons dans les pays du Sud, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Depuis que moi, je suis à Développement épais, on travaille pour la création d'une ombudsman par le gouvernement canadien pour que les compagnies canadiennes qui travaillent, qui opèrent des opérations extractives dans les pays du Sud peuvent être responsables pour des violations des droits humains ou environnementaux. Nos membres ont été très engagés à travers les années sur cet enjeu et dans nos campagnes. Notre plus récente campagne était en 2013, Une voix pour la justice, où on a demandé à nos membres d'envoyer des cartes signées à leurs députés et au premier ministre. Nous avons continué à militer sur ce sujet à travers les années et donc ce soir, nous allons parler de pourquoi c'est important de continuer cette lutte. Et on va commencer avec Monseigneur Charbonneau qui va nous amener un peu la perspective de l'Honduras et ce que vivent les communautés. Pourquoi c'est important pour nous ici au Canada de continuer à essayer de changer des politiques ici au Canada qui peuvent avoir un impact pour les communautés dans les pays du Sud. Donc, je vous passe la parole, Monseigneur Charbonneau. Alors, merci beaucoup, Kelly. Bonjour à vous tous et vous toutes qui m'écoutez cet après-midi. Je pense que c'est important. Merci beaucoup pour l'invitation. Parler un peu de cet impact négatif sur plusieurs communautés honduriennes de grands projets financés par des compagnies ou des institutions étrangères. Ben, vous savez qu'environ, d'après ce qu'on dit, il y a 70% des entreprises minières dans le monde qui sont enregistrées au Canada. Dans cette dernière décade, les 10 dernières années, nous assistons à l'imposition et la promotion du modèle extractiviste comme modèle de développement dans les pays d'Amérique latine comme alternative pour la crise des pays appauvris. Les pays concernés, comme l'Honduras, par exemple, doivent adapter leur législation et leurs institutions pour garantir la disponibilité
de ces biens sur le marché international. Au Honduras, pratiquement tout le pays est concessionné. Dans tout le territoire est concessionné dans les domaines suivants, les mines, l'hydroélectricité, l'énergie photovoltaïque, je ne sais pas si c'est, comme on dit ça en français, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les ressources financières. Alors, tout est concessionné. Les concessions sont données par des institutions gouvernementales. Il y en a une qui s'appelle Ingeomin, puis l'autre s'appelle Mi Ambiente, à des personnes ou des entreprises honduriennes qui, à leur tour, vendent ces concessions à des entreprises étrangères prêtes à investir de l'argent, de grandes sommes d'argent dans des projets miniers. Il n'est pas facile de déchiffrer qui est responsable de ces entreprises quand il s'agit parfois de contester des pratiques non conformes au respect des droits humains ou au respect de l'environnement. Alors, il y a toutes des manigances qui se font, ce qui fait que ce n'est pas facile de découvrir réellement qui est qui dans ce dédale d'entreprises et d'investissements. Et au Honduras, en 2013, le Congrès national a approuvé une nouvelle loi sur l'exploitation minière. Et l'article 4 de cette loi prévoit qu'un des postulats, c'est de sauvegarder la vie humaine, la santé en général, en privilégiant le soin de l'eau, de l'air, du sol, de la flore, de la faune. C'est des beaux mots. Hein? C'est des beaux mots, des belles intentions. Mais très souvent, les communautés affectées par l'entreprise, par l'investissement, ne sont pas dûment informées du résultat de l'étude sur l'impact environnemental faite par l'autorité minière. Ou bien, il n'y a pas accès, ils n'ont pas accès à la documentation. La loi sur l'entreprise minière prévoit 3 phases d'opération: la prospection, l'exploration et l'exploitation. Mais c'est seulement avant la phase d'exploitation que les communautés peuvent être consultées par une consultation municipale. Alors, très souvent, il y a des grandes sommes d'argent qui ont été investies dans la prospection et aussi dans l'exploration, et les communautés ne peuvent pas, selon la loi, s'exprimer là-dessus. Alors, ce qui cause beaucoup de problèmes, des crises, et c'est pas facile. Et non, en plus, la consultation devrait être une consultation éclairée, libre et transparente des communautés qui sont affectées. Mais très souvent, les municipalités, au lieu de faire une réunion de conseil ouverte à tout le monde, convoquent surtout les gens ou les entreprises qui ont des intérêts dans l'activité minière. Alors, quelques aspects négatifs de l'impact de l'exploitation minière que je résumerai ici. Premièrement, la contamination de l'eau des rivières souvent on utilise le mercure, le cyanure et les déchets miniers. Deuxièmement, l'impact sur la santé animale. Des animaux sont retrouvés morts tout près des cours d'eau parce qu'ils boivent de l'eau contaminée. Et la santé humaine aussi, des éruptions cutanées, des troubles intestinaux, des insuffisances rénales. On a vu ça, disons, dans une entreprise dans la vallée de Siria, dans le nord, dans le centre du pays, par une entreprise canadienne il y a plusieurs années. Impact sur l'environnement, destruction de l'environnement, surtout dans l'activité minière à ciel ouvert, menace de disparition d'un village. Dans un des villages de Choluteca, on fait de l'extraction sous
sous la ville, sous le village. Alors, du jour au lendemain, on peut avoir, disons, l'affaissement de maisons, de terrains qui peuvent être à cause de l'exploitation minière. Aussi, très souvent, les gens, les communautés affectées se plaignent du manque d'accomplissement des promesses de l'entreprise minière en faveur de ces communautés. Par exemple, on leur a promis de l'argent pour améliorer l'éducation des enfants, pour la santé de la population, pour l'amélioration des maisons, mais ces promesses-là, très, très souvent, ne sont pas accomplies. Il y a aussi, dans plusieurs cas, une tendance à la criminalisation des groupes et des personnes qui s'opposent à l'exploitation minière. Il y a des gens qui sont emprisonnés, d'autres qui sont soumis à des mesures obligatoires qui doivent comparaître devant un tribunal de justice chaque 15 jours pour mettre leur signature. Sinon, ils vont aller en prison. Et on a le cas de la mine de San Andrés dans l'ouest du Honduras où un village a été évacué, un village où se trouve un cimetière, un lieu sacré et intouchable pour la majorité de la population, ce qui a provoqué de vives tensions. On a aussi l'approbation illégale de concessions dans des aires protégées qui ne peuvent pas être touchées par l'exploitation minière ou hydroélectrique. Par exemple, on a dernièrement, depuis quelques années, le cas de Guapinol où circulent deux rivières et qui sont dans une aire protégée. Alors, le Congrès national qui avait décrété que cette aire-là était protégée, ensuite a sectionné une partie de cette aire protégée pour la donner en concession à une entreprise minière. Alors, ça pose des gros problèmes au niveau du pays. Vous m'avez demandé, je ne sais pas combien de temps on a, et un petit peu sur le plaidoyer j'ai de la misère à dire ça en français, sur l'environnement et Laudato Si. C'est rare que je parle français ici. Alors, je pourrais dire que toute l'encyclique Laudato Si est un plaidoyer pour l'environnement, pour une écologie intégrale. Non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la justice, pour la paix, pour une écologie vraiment humaine. Et je trouve au chapitre 5, par exemple, de Laudato Si, quelques lignes d'action et d'orientation qui nous aident à différents niveaux, au niveau international, au niveau national aussi, au niveau de la prise de décision qui doivent se faire. Mais je trouve intéressant que le pape François nous dit qu'il n'y a pas deux crises séparées, une environnementale et autre, une crise sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Et il nous dit aussi que une étude de l'impact sur l'environnement doit être faite au début d'un projet de production, non au milieu ou pratiquement au moment de l'exploitation. Il y a aussi des questions sérieuses à se poser. Une fois, j'étais dans une rencontre entre une entreprise minière et des représentants d'une population et je me suis servi du numéro 185 de Laudato Si, posant de sérieuses questions avant de commencer tout genre de projet de prospection minière ou d'exploration minière. Par exemple, par qui doit être fait ce projet, où, quand, comment, de quelle manière, quels sont les risques, à quel coût et qui va payer ces coûts-là et comment le fera-t-il. Et je trouve intéressant que Laudato Si dit que l'entreprise minière
doit prouver que son projet ne produira pas de dommages graves et irréversibles à l'environnement. Je me souviens d'une rencontre avec des représentants d'une entreprise d'exploration qui nous présentait des belles choses. Comme toujours, c'est toujours très encourageant de leur part, mais les représentants de Caritas, de Choluteca et moi-même, nous leur avons posé des questions. Oui, mais qui nous garantit que l'exploitation minière n'affectera pas la communauté, les communautés aux alentours et aussi l'environnement qui se trouve proche de la mer. Et il y a tout un, disons, un complexe écologique qui ne doit pas être détruit à ce moment-là. Eux autres même ont dit, ben ça, on ne peut pas répondre à ça. Alors, c'est des questions très sérieuses et le pape nous invite même à changer le modèle de développement global et redéfinir le projet, redéfinir le progrès. C'est quoi le progrès? Il ne doit pas être fait aux dépens des populations et surtout aux dépens des gens les plus sensibles, les gens, les communautés les plus appauvries. Bon, alors, je pense aussi, Laudato Si nous donne beaucoup d'éléments pour un plaidoyer pour la population catholique et pour que nous puissions agir au niveau de nos gouvernements. Hein. Mais je pense que ça vaut la peine. Laudato Si nous invite au chapitre 6 à développer des habitudes et poser des gestes concrets et nous invite aussi à vivre une conversion écologique. C'est pas facile de changer des habitudes. Hein? C'est pas facile de changer nos habitudes au niveau personnel, au niveau familial et au niveau aussi de la société. Mais je pense que ça doit commencer au niveau personnel et au niveau familial. Je veux remercier à la fin Développement et Paix pour l'appui décisif que Développement et Paix donne à Caritas de Choluteca pour arriver à faire prendre conscience à nos populations de Choluteca, nos populations rurales, de l'importance de l'écologie, l'importance de défendre leurs droits, l'importance d'agir aussi. J'ai été époustouflé par des paysans qui citent les différentes lois du pays pour protéger l'environnement, pour protéger leur population. Alors, merci beaucoup à Développement et Paix. Nous sommes en train de commencer une troisième phase d'un projet qui s'appelle Recapram. On traduit en français pour générer des capacités pour la protection de l'environnement. Alors, c'est ce qui nous permet de nous asseoir, de dialoguer, d'éviter des confrontations violentes, parce que quand les gens sont touchés et quand parfois les gens qui ont beaucoup d'argent se protègent avec la police, alors il peut y avoir souvent des confrontations, mais jusqu'à date, on essaie d'agir, de protéger, d'appuyer ces populations et de provoquer le dialogue entre l'entreprise et les gens. Alors, merci. Si vous avez des questions, on verra à la fin. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Charbonneau. Je crois que vous nous avez donné une très bonne description de la situation pour les populations et les défis qu'ils doivent confronter quand des compagnies arrivent et comment l'appui de Développement et Paix amène un espoir à ces communautés. Donc, maintenant, on va parler avec Martin, qui va nous, en fait, vous avez parlé, Monseigneur Charbonneau, de Laudato Si. Bon, Martin, je crois, c'est un membre qui met Laudato Si en action. Donc, Martin, je crois que, est-ce que vous voulez que je parte le PowerPoint?
On peut peut-être attendre un peu ta première OK. question et puis ensuite Oui. on va vers les- Donc, moi, j'aimerais savoir, Martin, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et votre implication avec Développement épais? Pour commencer, Kelly, j'étais impressionné que tu aies trouvé une citation de un de mes papes les plus que je tiens en sainteté, si tu veux. Je le tiens sur un pédestal, le pape Jean 23. Et c'est vraiment la, la doctrine de la justice sociale de l'Église catholique que je trouve un de nos secrets qu'on doit partager avec tout le monde. Ça me merci pour cette citation-là. J'ai débuté le développement épais, je ne sais même pas exactement quand, mais c'est une fois que j'ai pris ma retraite, on a déménagé dans le diocèse de Saint-Paul et là, j'ai commencé activement de promouvoir le développement épais. Et ça a fait une boule de neige une fois qu'on a déjà déménagé à Edmonton. 2013, c'était le voyage à Madagascar. 2014, à Ottawa. L'automne de 2014, Conseil national et la coprésidence du comité du 50e. Et ça a continué comme ça, la pétition de l'an passé. Je trouve la façon dont Développement épais opère la seule façon qu'on puisse faire du vrai travail dans les pays du Sud, c'est d'aller là avec des projets et des partenaires locaux qui nous expliquent vraiment qu'est-ce que c'est qui sont leurs vrais besoins. Et ça, j'ai découvert ça à Madagascar. Et aussi dans un film que je recommanderais à tout le monde, c'est Après le tsunami, qui commence à être daté. Il y en a un autre après ça qui a été fait il n'y a pas tellement longtemps, c'est après la tempête sur l'ouragan, le typhon Haiyan. Ces deux films-là, puis un, c'est le miroir de l'autre, nous démontrent exactement comment le développement épais opère dans les pays du Sud. Et c'est vraiment la méthode, ça, qui m'a encouragé à devenir membre, devenir actif dans le mouvement. Et donc, vous avez mentionné, Martin, votre voyage au Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et qu'est-ce que ce voyage a représenté pour vous? C'était vraiment la concrétisation de l'éducation que j'avais fait avant, les pensées que j'avais qui étaient un peu théoriques. Et c'était vraiment vous savez, c'était vivre la situation. On avait à ce temps-là, je crois, 4 partenaires encore. On les a visités chacun et chacun faisait des projets qu'eux avaient à cœur. Et puis, surtout, c'était celui qui s'appelait Karatra, dans le diocèse de Moramanga, où nous avons la mine canadienne à 5 kilomètres d'une famille que nous avons visitée. C'était une famille élargie. C'était une personne d'un certain âge avec ses 5 fils, je crois, qui habitaient dans une maison, essentiellement, étaient tous dans ça, à cause que la mine défendait, le gouvernement défendait qu'eux puissent bâtir d'autres maisons pour eux-mêmes, pour ses enfants. Et ils étaient affectés. Défense de bâtir des bâtiments, défense d'élargir leur champ de riz. Une nouvelle route a été construite et cette route-là, c'était essentiellement pas pour les locaux, c'était pour les transportations de la mine. J'ai même vu une personne qui allait à bicyclette. Sur cette route-là, il n'était pas capable de conduire sa bicyclette, c'était tellement chaotique que qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il marchait avec la bicyclette pour se rendre où il allait. J'avais trouvé ça un peu intéressant. Là, pas besoin de savoir comment. Il aurait dû laisser la bicyclette à la maison, je suppose.
Aussi, les terres étaient expropriées à 90 pour un hectare de terre. Et on peut dire, ben, peut-être c'est beaucoup dans leur argent, mais 90 avait été calculé le prix qu'un un paysan pourrait avoir pour sa récolte dans un an. Comme ça, ils vendaient leur terre au gouvernement, à la mine, au gouvernement, pour 90 le prix d'une année de revenus. Ensuite, ben, débrouillez-vous, j'espère que ça ira. Puis il y a eu d'autres déviations des cours d'eau, des choses du genre qui affectaient les champs de riz. Et bon, je vais peut-être montrer quelques photos et vous pourriez peut-être nous dire après votre voyage, vous avez pris action et vous avez participé dans un rallye à Ottawa avec Développement épais pour la création d'une ombudsperson. Donc, peut-être vous pouvez nous parler un peu de cette expérience aussi pendant que je montre quelques photos du Madagascar et du rallye. Le rallye était vraiment, il y avait beaucoup plus que juste amener les cartes que nous avions signées dans nos paroisses, dans nos communautés. Mais ça, c'était très intéressant, cette partie-là aussi. De tous les députés, il y en avait seulement un qui n'a pas reçu de ces cartes-là, et c'était celui du Nunavut. En d'autres mots, les 300. Voilà, vous voyez là, maintenant le Taratra, un de nos partenaires qui c'est un plaidoyer pour la bonne gouvernance de l'extraction minière. Et c'était très intéressant. Et comme ça, ces cartes-là, il y en avait beaucoup pour chaque membre du Parlement qui demandait un ombudsperson qui aurait aussi l'indépendance d'investiguer les abus, et on demandait même qu'il puisse aussi recommander au gouvernement des sanctions nécessaires pour que la justice soit faite. Les conservateurs avaient nommé une personne qui avait eu deux cas durant les 5 ans. Un cas, la mine avait refusé de parler, et l'autre cas n'a jamais été investigué non plus. Comme ça, c'était vraiment ça que nous voulions faire. Puis, on avait aussi, Développement épais avait organisé des rencontres avec des députés. J'ai rencontré en privé 2 députés de l'Alberta. Et là, on pouvait expliquer plus clairement aux membres du Parlement qu'est-ce que c'est que la campagne demandait. Mais après, ça c'était en 2014. 2015, ben, il y a eu l'élection. Et puis là, on va dans d'autres choses. Oui, et donc l'été passé, en fait, au printemps passé, vous avez continué à militer pour une ombudsperson et vous avez lancé une pétition. Est-ce que vous pourrez nous dire comment vous avez pris cette action et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé de continuer dans cette plaidoyer? Pour commencer, j'avais bien espoir avec cela parce qu'on travaillait maintenant avec un gouvernement libéral minoritaire et puis qui dépendait beaucoup du NPD pour rester au pouvoir. Comme ça, on avait, je croyais, avec 2 partis, le Bloc et le NPD, qui a appuyé la pétition. C'était une pétition qui était parrainée, que j'ai parrainée, c'est tout. Elle demandait la même chose parce que le gouvernement libéral nous avait accordé un ombudsperson, qui avait travaillé étroitement avec les compagnies minières. Très intéressant qu'on fasse ça. Moi, je dis toujours, on a mis le loup pour protéger les poules dans le poulailler. C'était pas tout à fait ça, c'était peut-être exagéré, mais dans le fond, c'était une personne qui connaissait très bien le secteur minier
et qui a aussi n'a jamais eu de directive du gouvernement pour agir. Comme ça, je croyais que là, on avait une bonne chance parce que les libéraux avaient dit oui au ombudsperson, ils l'avaient nommé sans donner de directive. Ça aboutissait à rien. Pour ça, je pensais dans la situation minoritaire qu'on aurait une meilleure chance d'avoir que le gouvernement agisse. On a travaillé étroitement avec Heather McPherson, qui est la seule députée non conservatrice en Alberta, qui est d'Edmonton. Elle représente une circonscription à Edmonton. Et elle a été très encourageante aussi avec la pétition. Et j'ai trouvé ça une occasion là, on devait faire quelque chose, même si ça n'a pas abouti encore. On demandait la même chose. Indépendante, capable de faire des investigations et ensuite recommander au gouvernement des sanctions si nécessaire. Oui, la pétition a reçu plus de 6 000 signatures, hein? On était au-delà de 8 000. Au-delà de 8 000. Les derniers jours, ça rentrait pas mal bien. Puis ça, il faut se rappeler, c'était toute la période, on était en quarantaine tout partout, on ne pouvait pas faire trop de voyages, on ne pouvait pas aller dans les communautés pour discuter. Mais il y avait un autre élément, c'était durant l'été aussi. On a fermé la pétition, je crois, le 2 septembre. Mm-hmm. C'est tout le mois de juin, juillet, août, c'est un petit peu au ralenti. Mais c'est quand même un bon résultat. C'était bien. J'espère que je ne veux pas enlever beaucoup d'Emily, mais c'est la prochaine étape là, qui devrait être très importante et ça ira. Oui, merci Martin de partager votre expérience et d'expliquer pourquoi pour vous, vous avez continué à, bon, premièrement, pourquoi vous vous êtes engagé dans cette lutte pour une ombudsperson, pour que les communautés peuvent avoir accès à la justice ici au Canada et pourquoi vous avez continué à militer. Et en fait, maintenant, on va parler avec Emily Dwyer, qui va nous parler un peu de la suite des choses. La situation avec le ombudsperson, ça évolue constamment. Le réseau canadien pour la responsabilité sociale des entreprises est un réseau très, très important pour le développement et paix. On n'aurait pas pu faire les avancements qu'on a fait sans ce réseau et le travail magnifique de Emily. Donc, je passe la parole à Emily qui va nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment et comment vous pouvez prendre action. Donc, Emily, je sais qu'il y a un PowerPoint. Est-ce que tu voudrais que je lance le PowerPoint? Oui, si tu veux. Oui, OK. Oui, c'est beau. Je ne vais pas présenter tous les affiches, mais je trouve intéressant d'avoir quelque chose à regarder pendant que je parle. Comme ça, Kelly avait mentionné le réseau. On regroupe 39 organisations, syndicats de partout du Canada. Donc, développement et paix, on trouve un membre important pour nous aussi. Donc, on partage ce sentiment. Et une des choses pour laquelle je réfléchissais pendant que le Monseigneur et Martin parlaient, c'est le fait que ce thème est quelque chose qu'il faut qu'on prenne compte du fait que c'est un bataille à long terme. On voit des petits développements, on voit des petites avances et des grands reculs. Et je pense que pour moi, il y a deux importantes raisons pour lesquelles j'ai de la confiance ou de la foi qu'on avancerait éventuellement. Un, c'est que nos partenaires sur le terrain
au Honduras, mais aussi dans tous les coins du monde, dépend du fait que les Canadiens répondent à ces demandes et insistent que leur gouvernement prend au sérieux la responsabilité de responsabiliser les compagnies. Et deuxièmement, parce que nous avons en 2018 réussi à convaincre au gouvernement canadien d'annoncer un bureau qui était indépendant, d'annoncer un bureau qui allait avoir les vrais pouvoirs d'enquête, c'est-à-dire le pouvoir des pouvoirs coercitifs d'insister qu'on donne des documents et des témoignages sous serment, des recommandations, etc. Donc, on a réussi là-dessus et on peut y retourner un jour. Et je suis désolée, Kelly, je ne suis pas vraiment mon PowerPoint maintenant. C'est pas grave. J'ai essayé de trouver là où je suis un peu partout. Mais c'était un peu pour partager aussi comment on travaille avec les réseaux. Donc, présentement, on a deux grandes demandes au gouvernement. Un, c'est qu'on renforce le bureau de l'Ombudsman. Et deuxièmement, de promulguer une loi contraignante sur la diligence raisonnable, c'est-à-dire une loi qui ferait en sorte d'obliger les compagnies canadiennes de prévenir les violations de la droit de la personne et de faciliter l'accès aux cours en cas de tort. Mais je vais mettre un peu plus d'emphase sur l'Ombudsman. Donc, je vais faire un petit mise à jour. En 2018, on a annoncé la création de ce bureau avec les éléments essentiels pour un bureau efficace. En avril 2019, le gouvernement a fait marche arrière quand ils ont annoncé la première personne pour ce poste. On a annoncé la personne, mais on l'a donné seulement les pouvoirs de faire des médiations et le pouvoir de regarder un peu aux questions, mais pas les vrais pouvoirs d'enquête. En même temps qu'on a fait cette annonce et cette marche arrière, le ministre Kerr, qui était le ministre des Affaires ou de l'Échange étranger, du commerce international à cette époque, a commandité une opinion légale externe pour lui aviser de comment donner à ce bureau de l'Ombudsman les pouvoirs nécessaires pour pouvoir faire des enquêtes. Selon le ministre Kerr, il allait divulguer ou publier ce rapport dans quelques mois et le bureau allait recevoir ses pouvoirs bientôt. En septembre, il nous a écrit à nous et aussi à Développement Épais et d'autres membres du réseau pour dire que selon cette opinion légale externe, il avait demandé à ses employés de commencer à publier, à développer une loi pour donner le bureau de l'Ombudsman ses pouvoirs d'enquête. Donc, ça, c'était en septembre 2019. On avait les élections un peu après et puis on n'a vu aucune action de la part du gouvernement. En février de cette année, nous avons divulgué ce rapport du gouvernement au public. Ce rapport est important parce que c'était un rapport d'un expert pour le gouvernement qui a conclu que le bureau de l'Ombudsman n'a pas les pouvoirs nécessaires pour être efficace et que le gouvernement fédéral pourrait donner ses pouvoirs demain, s'il le voudrait. Donc, c'est quelque chose d'important et on a reçu assez de couvrage médiatique là-dessus.
Ce mois-ci, le bureau est finalement ouvert pour recevoir des plaintes, mais il n'a pas toujours été doté avec les pouvoirs nécessaires pour être efficace pour nos partenaires. Donc, nous, on a émis des avis, des conseils à nos partenaires internationaux pour dire prenez soin de vous. Ce bureau n'est pas le bureau qui était promis. Ce n'est pas le bureau qui serait efficace. Approchez avec précaution, même quand c'est ouvert pour les plaintes. Il y a quelques petites raisons pour avoir de l'espoir dans le moment actuel. Le sous-comité parlementaire sur les droits humains internationaux a fait une étude sur le rôle de l'Ombudsman présentement. On a eu la deuxième audience hier soir. La ministre Ng a présenté et un les membres du Comité des Nations unies sur les droits humains et les entreprises. Cet comité aussi, qui inclut des députés libéraux, conservateurs, de l'NPD et du Bloc québécois, ça fait quelques semaines, ont émis un rapport au sujet des Ouïghours et dans ce rapport, ils ont recommandé au gouvernement du Canada de renforcer le bureau de l'OCRE, de leur donner les pouvoirs coercitifs d'investigation et ils ont recommandé de développer une loi au Canada, une loi contraignante sur la diligence raisonnable. Donc, même si on voit que c'est vraiment lent, on est vraiment déçu de la situation actuelle, les personnes autour du monde n'ont toujours pas accès à un bureau efficace. Les appels, les pétitions, les rencontres avec vos députés ont un impact. Donc, je veux remercier à vous toutes et oui, on continue, on ne lâche pas. On réussirait bientôt, j'espère. Merci, Emily. Et est-ce que si nos membres vont sur le site du RCRCE, est-ce qu'il y a une action qu'ils peuvent prendre? Oui, sur le site web du RCRCE, et je crois comprendre que quelqu'un l'a mis dans le chat, je pense que c'était Stéphanie, dans la section « Passer à l'action », il y a plusieurs actions que vous pouvez prendre. Un, c'est d'écrire, appeler ou se rencontrer avec votre député, d'écrire ou appeler au ministre des Affaires étrangères et ou le premier ministre. Il y a des exemples de lettres et de scripts pour ces appels. Donc, c'est assez facile de suivre. Merci. Puis juste pour dire aussi, nous aurons bientôt quelque chose sur notre site web aussi que vous pourrez aller consulter pour pouvoir écrire à votre député. Comme Emily a dit, quand vous contactez votre député dans votre circonscription, ça peut avoir un énorme impact. Ils prennent ça au sérieux quand ils reçoivent des appels de leurs constituants. Donc, c'est quelque chose recommandé à faire. Donc, maintenant, c'est le temps pour les questions. Il nous reste une dizaine de minutes pour pouvoir répondre. Donc, je vois que Nicolas a une question. Donc, tu peux parler, Nicolas. Oh, il faut que tu es sur Sourdine. Oui. Ah non, je n'avais pas levé la main. Peut-être que c'est par erreur. Ah, OK. Fait qu'on va passer à Christiane. Donc, vous pouvez y aller, Christiane. Alors, moi aussi, c'est une erreur, excusez-moi. Ah! OK, bien, je pense qu'il y a des questions dans le Q&A. Donc, Ghislaine demande si l'ombudsperson actuelle n'est pas indépendante et n'a pas de pouvoir pour investiguer, que fait cette personne? Donc, peut-être, Emily, tu pourrais répondre. Qu'est-ce que fait l'ombudsperson en fait?
Donc, c'est ça. L'ombudsperson a été nommé en avril 2019 et jusqu'à la semaine passée, ce n'était pas toujours ouvert aux plaintes. Donc, selon le bureau, cette année et demie était passée en consultation, en parler avec différentes personnes au sujet des procédures d'opération du bureau. Mais maintenant qu'on peut recevoir des plaintes, qu'est-ce que l'ombudsperson pourrait faire? Les pouvoirs dans son mandat consistent de donner des conseils aux compagnies, de leur donner des conseils de comment, de quelles sont les responsabilités de respecter les droits humains, de comment être un bon compagnie au niveau pour assurer le respect des droits de la personne. Merci, Amélie. On peut voir que l'ombudsperson elle ne peut pas vraiment amener la justice. Donc, je crois qu'il faut vraiment continuer à prendre action. Louise Roy demande, quand Développement Épais supporte des projets locaux, est-ce que c'est l'Église catholique qui est reconnue comme étant la force motrice? Donc, peut-être, Monseigneur Charbonneau, vous pourrez prendre cette question. Oh, je pense que vous êtes sur sourdine. Oui, certainement. En tout cas, dans le cas du Honduras et puis d'Amérique centrale aussi, l'Église catholique a beaucoup d'influence d'impact sur les gouvernements aussi. Par exemple, je pense au Salvador, l'Église catholique a réussi à faire voter une loi sur l'eau, la défense de l'eau, alors qui est fondamentale dans tous les pays, mais je pense à un petit pays comme le Salvador et qui a une grosse population. Alors, avec l'Église catholique a réussi à influencer les députés et le Congrès afin de faire voter cette loi-là. Hein? Et puis, au Honduras aussi, on est bien préoccupé dans ce sens-là. Alors, il y a d'autres forces aussi. On ne peut pas agir seul. Il faut avoir des alliances aussi avec d'autres agents, d'autres organisations qui ne sont peut-être pas des organisations chrétiennes, mais qui ont les mêmes préoccupations. Alors, souvent, à travers des alliances, on peut arriver avec des choses et avoir un meilleur impact. Et je pense aussi au Caritas qui, à travers toutes les années, a toujours un bulletin qui s'appelle Apuntes. Donc, ça veut dire c'est un bulletin, quoi, mais qui rend compte un petit peu de la situation du pays, de la vision du pays, et qui, entre autres, donne une critique positive, dans le sens, essaie de faire la part des choses, mais de dénoncer aussi des pratiques qui ne sont pas conformes aux droits humains. Et je pense que c'est important. Mais j'aimerais aussi savoir si l'Ombudsman, je me souviens même d'avoir signé cette demande en 2013 ou 2014. J'étais encore au Canada à ce moment-là, avec Développement Épais, j'avais signé. Et puis, disons, cette personne, est-ce qu'on peut communiquer facilement avec cette personne-là, savoir qui est cette personne, quel est son nom, et comment on peut éventuellement communiquer avec elle par Internet ou par téléphone ou enfin par WhatsApp pour arriver à donner notre point de vue des gens qui sont ici sur place. Oui, puis je pense que c'est un très bon point. Il faut continuer à amener la voix des personnes affectées. Et c'est quelque chose qu'on essaie de faire à Développement Épais, c'est d'amener la voix des communautés
au gouvernement pour démontrer qu'il faut quelque chose en place qui a des vrais pouvoirs. Donc, on va vous transférer cette information, Monseigneur Charbonneau. D'accord, merci. Merci. Et je vois qu'Angèle a une question. Donc, Angèle, je vais te permettre de parler. Donc, vous avez juste à enlever la sourdine pour que vous puissiez parler. C'est une erreur, hein? Je ne voulais pas cliquer sur ma main. Les gens ont de la difficulté avec les mains levées ce soir. J'avais quand même posé une question par écrit les jours passés. C'était est-ce qu'il y a un lien de la RCRCE avec le RRSE, le regroupement des communautés pour la responsabilité des entreprises? Parce que ça a l'air d'être les mêmes objectifs. Je ne sais pas. Emily, est-ce que vous connaissez ce réseau? On n'est pas liés directement. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le nom en français que je le reconnais, mais je ne suis pas exactement certaine. Donc, peut-être, Kelly, que tu pourrais m'envoyer des informations après. Oui. OK. Je vais t'envoyer les informations et on pourra vérifier. Oui. On va prendre, il nous reste 2 minutes. Donc, Anne-Marie demande, est-ce que les compagnies minières sont surtout en Amérique du Sud ou ailleurs aussi? Martin a parlé un peu de son expérience au Madagascar. Personnellement, moi, j'ai visité une mine aux Philippines qui était une mine canadienne. Je crois qu'il y en a plusieurs autour du monde, même ici au Canada, mais c'est sûr qu'il y a une grande concentration en Amérique du Sud aussi. Je ne sais pas si Martin, Emily ou Monseigneur Charbonneau voulaient rajouter à cette réponse. Juste ajouter que l'Afrique est aussi un pays, un continent convoité par les compagnies extractives. Et il faut aussi réaliser le pétrole. Dans certains pays, c'est le pétrole qui est extrait. Et ça, ce serait comme le Nicaragua, le Nigeria en Afrique, qui a beaucoup de ses cours d'eau pollués par les compagnies pétrolières. Merci. Et on va terminer peut-être avec juste une dernière question. Une personne demande, Monseigneur Charbonneau, qu'est-ce qui vous a amené au Honduras? Ce serait une longue histoire, mais disons, je vais y aller d'une façon très brève. D'abord, je fais partie de cette société missionnaire, la Société des missions étrangères du Québec. Alors, avant d'être ordonné prêtre, j'ai été nommé à Cuba. Alors, pour des raisons que vous pouvez vous imaginer, avec un régime castriste, alors je n'ai pas pu entrer à Cuba. Alors, avec un de mes confrères, nous sommes allés au Honduras avec la permission des supérieurs et pour 3 semaines avant d'avoir le permis pour aller à Cuba. Mais les 3 semaines sont devenues 3 mois et au bout d'1 an, nous avons été nommés au Honduras et mon confrère est décédé après presque 50 ans ici. Moi-même, je suis encore ici. C'est mon pays d'adoption. Merci. Merci. Et je veux vraiment remercier nos panélistes, Emily, Martin, Monseigneur Charbonneau. Je pense que vous avez vraiment démontré comment on vit dans un monde où on est vraiment une famille humaine. Nous sommes toutes connectées et nous devons toutes et tous être solidaires pour créer plus de justice pour que toutes les personnes peuvent vivre dans la dignité. J'espère que ce webinaire vous a aidé à comprendre l'importance de le plaidoyer de nos campagnes dans la mission de développement et paix. Et quand vous contribuez à notre campagne de carême, vous contribuez
à nous aider à pouvoir créer ces campagnes d'éducation qui sont, comme j'ai mentionné, très importants pour bâtir de la justice. Donc, si jamais vous voulez faire un don, vous pouvez aller sur notre site web à www.devp.org où vous pouvez toujours nous appeler aussi durant les heures de travail à 1-888-234-8533. Donc, je vous remercie vraiment pour votre participation. Je sais qu'on n'a pas eu la chance de répondre à toutes les questions, mais vous pouvez toujours écrire à l'adresse courriel qui était avec votre inscription sur Zoom et on fera de notre mieux pour vous répondre. Donc, merci à toutes et tous et je vous souhaite une très belle soirée. Je voulais aussi juste dire que je vais envoyer de l'information pour si jamais les personnes sont intéressées à rencontrer leur député. On va envoyer un peu d'infos pour que vous puissiez prendre action après. Merci. Ça, c'est Stéphanie qui travaille avec nous à Développement et Paix, qui était en arrière-scène. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Bonne soirée, merci tout beaucoup. le monde. Merci, Kelly. Merci, Émilie. Merci beaucoup pour votre apport. Merci, Martin. Merci à bon vous travail. tous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, de vous avoir rencontré, Monseigneur. Et je vous souhaite, j'espère que vous allez avoir une bonne retraite bientôt. C'est pas à l'entour de 75 que les évêques prennent leur retraite. C'est ça. Bon. J'ai 75, là. J'ai 75, mais j'attends encore. J'ai présenté ma démission et j'attends la réponse de François.